Quel regard vous portez actuellement sur les différents marchés, à la fois du neuf et de l'ancien? On est dans un moment extrêmement compliqué qui s'est dégradé sur l'année 2022, à la fois en lien avec les crises successives qu'on a pu connaître, mais surtout, moi ça fait 30 ans que je suis dans le secteur du logement, on en a connu d'autres des crises, mais qui est extrêmement violente. C'est-à-dire que ça arrive un peu de partout et ça arrive de partout très vite. Il y a eu l'effet coût de construction, il y a l'effet très récent, enfin depuis 12 mois, taux d'intérêt, des difficultés d'accès au crédit, des changements aussi, nous, dans nos financements d'opérations immobilières, par exemple. Il y a l'éternel débat sur le foncier, et puis à côté de ça, il y a en face, pour le client, vraisemblablement aujourd'hui des niveaux de prix qui ont atteint leur maximum, un pouvoir d'achat logement qui s'est beaucoup dégradé pour nos habitants, et puis une politique nationale qui a, notamment sur le premier quinquennat du président de la République actuelle, fortement impacté l'accession sociale à la propriété. Cette couche moyenne de la population qui était locataire et qui pouvait accéder à la propriété. Et dans le logement, quand la chaîne, à un moment, c'est une chaîne, hein, vous êtes locataire, vous êtes accédant, vous revendez, vous achetez autre chose. Et quand dans cette chaîne, il y a quelque chose qui se grippe ou qui est plus difficile peut-être à fluidifier, eh bien c'est toute la chaîne qui en pâtit. Et donc on a vraiment un moment très complexe. À ça vient se rajouter, de façon assez inégale sur les territoires, aussi une hésitation forte des élus, parfois à construire, et puis un comportement des habitants qui, dans l'étude qu'on évoquera tout à l'heure, dans celle de 2021 notamment, tout le monde concevait qu'il fallait du logement en France, mais si possible pas à côté de chez soi. Voilà, ouais. Donc on a toute cette alchimie de contexte, on pourrait rajouter la densification, zéro artificialisation nette, ouais. Les histoires de DPE qu'on abordera tout à l'heure, qui fait que le moment est un peu particulier. Et sur les prix, vous l'évoquiez, Yannick Borde, sur les prix, est-ce qu'on peut produire du logement, entre guillemets, plus abordable? Est-ce qu'on peut faire quelque chose, ou quels seraient les leviers ou les pistes d'amélioration? Alors il y a des sujets autour du foncier. Parce que manifestement, suivant les territoires, il y a vraiment un sujet sur le coût du foncier qui pèse dans une opération, mais qui n'est qu'un pourcentage de l'opération. On a connu quand même une inflation quasiment de l'ordre de 25 à 30% des coûts de construction depuis maintenant 12 mois, dû à la fois à la crise, aux crises qu'on a connues, dû aussi aux nouvelles normes, la RE 2020 que tout le monde soutient. C'est quelque chose qui aujourd'hui coûte plus cher dans le coût de construction, qui fait que le coût de construction est plus élevé. Ça va être très très difficile de faire baisser la construction neuve, le coût de la construction neuve, sans remettre en cause un certain nombre de principes sur les normes, par exemple. Est-ce qu'il faut alléger? Donc, on évoquera peut-être aussi... pause sur les normes. Ouais, il faut au moins être sur une pause. On entend parler. Oui, mais on nous en rajoute tout le temps. Donc, à un moment donné, on est tous d'accord pour dire qu'il faut aller vers ces évolutions-là. La loi climat-résilience, elle apporte beaucoup de choses. Elle a été conçue et imaginée dans un contexte macroéconomique qui était celui de 2021, début 2023. On n'est plus du tout dans le même contexte. Donc, il faut se poser la question de savoir si on a les moyens de continuer de fonctionner comme ça. Et puis surtout, si nos habitants, nos citoyens ont les capacités aujourd'hui à acheter ces logements qui sont devenus quand même dans beaucoup d'endroits très chers, sur la construction neuve, où je pense que ça sera très très difficile de faire baisser les coûts, sur le parc existant où ça augmentait beaucoup, y compris dans des villes qui n'étaient pas dans le radar des villes où ça progressait, qui ont beaucoup progressé en termes de prix de l'immobilier depuis quelques années. Et sur la construction neuve, les métiers changent aussi, évoluent, il faut s'adapter en fait. On parle beaucoup de réhabilitation, de mixer les logements, les bureaux au maximum. Ça, c'est quelque chose que vous voyez sur le terrain? Alors, ce qu'on voit sur le terrain, c'est deux choses. La première, c'est les formes urbaines qui sont en train de changer. Il y a le débat éternel entre l'appartement et la maison individuelle. Il y a l'étalement urbain, qui est quelque chose dans lequel tout le monde est assez d'accord pour aujourd'hui le réduire, voire le limiter très fortement. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on change un peu nos formes d'habitat, mais la forme urbaine, pas nécessairement à l'intérieur du logement, mais la façon dont on conçoit un ensemble de logements sur un îlot, sur une parcelle, sur un terrain. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez récent, notamment en lien avec l'éternel débat sur la maison individuelle et l'attractivité de la maison individuelle pour nos habitants. Et puis, effectivement, s'intéresser à la construction neuve, c'est bien, mais aujourd'hui, la construction neuve, ce n'est qu'un petit pourcent tous les ans de plus du nombre de logements qui existent. Ça veut dire qu'en termes notamment d'enjeux climatiques, tous les logements qu'on aura en 2050, il y en a 80% qui sont construits aujourd'hui. Donc il faut beaucoup s'intéresser au parc existant. Ça a été une vraie inflexion sur les 5-6 dernières années de la part de l'État, et ça, on doit le saluer avec le renforcement d'ANA, avec MaPrimeRénov', etc. Et on doit tous, nous, opérateurs, essayer d'équilibrer un peu nos interventions entre la nécessité de construire du logement neuf, parce qu'il en manque, il manque de logement, et puis la nécessité aussi de préserver et de garantir la qualité du patrimoine existant.